avec une belle chaleur et une belle mobilisation, on va démarrer ce débat qui porte un nom vraiment important, stratégie et moyens d'action dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes. La stratégie était au singulier, on aurait presque pu ajouter un as, mais c'est pas un souci. Donc voilà, vous avez ici une panel d'intervenants qui sont des gens du cru, j'ai envie de dire, qui militent sur le terrain, mais qui savent ce qui se passe dans la société globale, puisque leur lutte, c'est celle précisément de l'expression un peu de toutes ces luttes contre les grands projets inutiles imposés, contre ces aberrations comme cet aéroport. Bon, moi je suis Gilles Camille, je donne juste une information rapide ici, les interventions seront filmées. Si quelqu'un souhaite intervenir et ne pas être filmé, il le dit tout simplement en prenant la parole, je ne souhaite pas être filmé, et puis le cinéaste de service coupera l'image, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. On va donc démarrer un peu par ordre d'ancienneté des associations qui sont là, je vais le dire comme ça, avec l'ADK, et c'est Marcel, que tout le monde connaît ici, qui est paysan sur Notre-Dame-des-Landes, qui va intervenir. Ensuite, je crois que c'est toi, hein, Christian, pour la CIPA que tu représentes. Geneviève va intervenir pour Attaque. Et pour, oui, alors donc l'encre du papier a déconné un peu, j'avais lu Attaque. Donc pour la coordination des opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, nous avons deux jeunes ici qui vont intervenir que je ne présente pas, ils le feront s'ils le souhaitent. Et puis, deux Camille. Ah merde, alors on est trois. Alors, et ensuite l'intervention de, je ne me souviens plus, il a pour Copain, l'association Copain. Voilà, ils vont essayer d'être brefs, mais je crois qu'ils ont des choses importantes à dire pour que le temps du débat, les 2 heures que nous avons, soit partagé. Un temps ici en tribune, en passe tribune on va dire, et ensuite un temps pour le public, pour les questions, et aussi pour les idées et pour les conseils que vous pourriez donner pour faire prospérer cette lutte collective qui fonctionne bien. Cette année, on avait dit à Notre-Dame-des-Landes, on met un format un peu plus petit pour souffler, et puis il y a toujours autant de monde, même quand on essaye de réduire, c'est extraordinaire. Voilà, vas-y Marcel, si tu veux bien débuter. Bonjour, donc je vais intervenir en 2 temps. La première partie, j'ai quand même essayé d'être bref. La première partie, je voudrais dire quelques mots sur la stratégie de l'ADK, l'association des agriculteurs concernés par l'aéroport, et en 2e temps, évoquer, à partir de l'exemple de la grève de la faim, les soucis que ça peut poser en termes de stratégie et de cohérence. Donc l'ADK s'est construite il y a longtemps en réaction à ce projet d'aéroport, et sa ligne a toujours été de tout faire pour ignorer, pour bloquer, mais surtout ne rien mettre qui le fasse avancer sur ce projet d'aéroport. Autrement dit, vivre comme s'il n'y avait pas de projet d'aéroport. Ça veut dire, c'est notre métier d'être paysan, donc continuer à cultiver les terres et un maximum, qu'il n'y ait pas de friche qui se développe, parce que c'est ce qu'attendaient les promoteurs du projet en jouant la durée. Ça veut dire se battre sur le plan administratif, quelques manifs de temps en temps, etc., pour conforter des installations quand il y avait des complications juridiques, et ça a dû se faire assez souvent. Ça a voulu dire aussi, quand le projet a été sérieusement relancé, que dans les instances, voilà, on commençait à gérer comment on va faire avec le projet, refuser le plus longtemps possible la mise à l'écart de terre pour faire des réserves, pour compenser les agriculteurs qui seraient bousculés. Et donc jusqu'en 2011, ça s'est pratiquement peu fait en termes de surface, et des questions concrètes comme la ferme de Saint-Jean qui avait été libérée auraient pu être toutes mises en réserve. Comme ça n'a pas été la méthode qui est sortie d'ici, ça n'a pas été retenu, et donc il y a eu à nouveau un agriculteur qui a pu s'installer dessus, par exemple. Donc concrètement, ça a pesé quand même sur le paysage, cette attitude-là. 2e ligne directrice, ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, c'est-à-dire participer aux différentes instances. On est invité chez le préfet, on y va,
Donc chez le préfet, c'est les réunions de suivi des engagements des collectivités territoriales. Donc on voit plein de... Enfin, culturellement c'est intéressant, vous voyez plein de monde, tous les énarques qui sont là avec leurs micros, etc., cravates et tout. Enfin, vous voyez qui décide pour vous, quoi. Maintenant, c'est une façon, enfin, je veux dire, le débat, il est, on participe ou pas au système quelque part, quoi. Maintenant, voilà, de notre point de vue, ça permettait d'avoir des informations et puis d'être, quand on avait l'occasion, de dire qu'on était là, mais qu'on était toujours contre l'aéroport. Dans le même ordre, on a participé activement à l'élaboration du protocole d'indemnisation. C'est aussi un sujet qui peut faire débat, parce que quelque part, c'est quand même prendre en compte l'existence du projet. Ce protocole a établi un tarif clair, précis, qui sera ou a été le même pour tout le monde. Donc voilà, ça peut être un point de débat. Cela dit, moi je vous dis, en tant que paysan qui a résisté, c'était un élément important pour pouvoir résister, parce que quand on vous propose un marché amiable, ça suppose une négociation. Dans la négociation, si vous dites « moi je veux pas », vous êtes un peu mal parti. Si vous dites « moi je veux bien, mais respectez-moi », etc., on discute tarifs et ça peut être intéressant. Or, nous, on savait que les tarifs, ils étaient fixés, ils avaient été signés avec le préfet, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Donc en allant à l'expropriation ensuite, nous savions que forcément, le juge appliquerait ces tarifs qui étaient la grille de base pour tout le monde. Donc ça permettait aux gens qui ne voulaient pas rentrer dans le jeu d'AGO d'avoir un certain confort et de dire voilà, on le fait, mais on ne prend pas de grands risques financiers. Dernière ligne, je voudrais dire pour l'ADK, c'est une, je dirais, ouverture d'esprit ou confiance ou vis-à-vis de toutes les évolutions qu'il y a eu dans ce mouvement, puisqu'on était au départ, mais au départ en 1974, on était au redémarrage en 2000, mais le mouvement citoyen s'est développé et en fait a pris beaucoup d'importance par rapport aux quelques agriculteurs qui restaient encore, enfin une cinquantaine en tout cas, mais voilà, une association avec 2000 adhérents, c'est plus que 50 agriculteurs, donc ça a changé un peu la physionomie de l'opposition. Et voilà, on a vu ensuite arriver des occupants avec qui on a voisiné, qui ont aussi pris place dans cette lutte contre l'aéroport et ont pesé, parfois fortement, bien sûr. Et voilà, on a entretenu des relations et fait avec ces nouvelles participations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a vu ce qui s'est fait au travers de Semtazat par exemple, on retrouve ces mêmes valeurs que je donnais au début, de maintenir, d'occuper le sol, à la fois pour se nourrir, donc en tant que paysan ou paysan à temps partiel, peu importe, et de résister aussi à l'aéroport. Dans un deuxième, enfin voilà, je voudrais maintenant dire quelques mots au travers de l'exemple de la grève de la faim sur deux aspects. Alors, en introduction, évidemment, ça a été conçu, construit pour attaquer les porteurs de projets, l'État, les politiques, à un moment où ils étaient faibles et où ils n'avaient pas envie de parler de nous. Donc on a fait caler ça avec le calendrier des élections présidentielles. C'est un choix stratégique, enfin que beaucoup de gens auraient fait. Les deuxième élément, une préparation dans la confidentialité, ce qui veut dire qu'on ne va pas très large, on ne ramasse pas très large dans les collaborateurs que l'on a, et en nombre, et donc derrière en composant de la lutte, etc. Plusieurs présidents de la CIPA ont découvert le matin de la grève de la faim par la radio qu'il y avait une grève de la faim qui s'organisait. Ce qui veut dire qu'on ne prend pas le temps de valider ce type d'action largement dans le mouvement. Alors, la confidentialité, c'est un choix un peu évident si on ne veut pas être ramassé par le CRS le premier jour où on s'installe. Hein. Mais voilà, il y avait une douzaine de personnes qui étaient au courant, plus une autre douzaine qui sont venues à Nantes un jour donné, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais derrière, vous organisez une chose comme ça, ça devient un élément important en termes de communication. Le premier truc en termes de communication, c'était un peu un choc que l'on a eu, c'est vous faites la grève de la faim, c'est donc vos dernières cartouches que vous tirez, là vous avez perdu le reste et il ne vous reste plus rien, vous tirez vos dernières cartouches. Vous voyez, quelques aventuriers se mettent en place à faire ça. Voilà, donc nous on a répondu, ben, écoutez, on est sûr qu'on gagnera ce combat-là, parce que, au moins sur le plan juridique, on est sûr qu'on le gagnera, mais nous,
on se positionne en tant que paysans, et là aujourd'hui on est mal, et donc on veut rester, nous paysans, à occuper le terrain, et ne pas avoir été déménagés avant la victoire. Donc c'est une façon de répondre, mais vous voyez que il peut y avoir un certain nombre de pièges comme ça qui peuvent être très destructeurs pour l'ensemble de la stratégie du mouvement, pour l'ensemble des résultats du mouvement. Hein. Accessoirement, cette action mobilisant beaucoup de gens a aussi explosé les emplois du temps d'un certain nombre de copains qui avaient d'autres choses à faire en rapport avec la lutte aussi. Hein. Voilà. Deuxième élément, le choix, alors même si c'était un petit, mais le choix que ce soit collectif a été dans la stratégie qui était mise en place là, c'est-à-dire qu'il y avait au départ 3 personnes qui faisaient la grève de la faim, mais il y avait autour tout un pool de personnes qui organisaient le confort matériel et psychologique des grévistes, qui faisaient la communication et qui surtout ont permis de gérer, de coordonner en fait tout ce qui a découlé derrière comme action, à savoir les mobilisations contre Jean-Marc Ayrault qui était en pleine campagne électorale, et je ne pense pas qu'il ait bien vécu toute cette affaire-là, et ça a quand même aidé à ce qu'il y ait des conclusions derrière. Une opération comme le marché sans produit, hein, où tous les gens qui font de la vente directe sur Nantes sont venus avec juste des cailloux dans leur stand. Ils ont rencontré leurs clients, ils ont discuté. Voilà ce que c'est pour nous que de perdre des terres agricoles. C'est demain, on ne vous fera pas des gâteaux en béton, comment on fera quoi, si on n'a plus de terres agricoles. Et puis, je voudrais aussi souligner la position et une forme de stratégie des occupants qui n'avaient pas été intégrés dans le mouvement de par la confidentialité, qui sont venus régulièrement, comme beaucoup d'autres gens, mais autour de la grève de la faim et de toutes les animations qu'il y avait, et qui ont accompagné ce mouvement jusque dans ma ferme, par exemple, où on était concernés, aider à faire une partie du boulot. Donc c'est aussi une position stratégique, une action qui émerge comme ça, de se mettre en position de soutien, ce qui contribue quand même à la réussite. Voilà, donc je voulais, au travers de cet exemple-là, vous montrer que des stratégies peuvent se frotter, peuvent rencontrer, voire contredire parfois des stratégies d'autres composantes dans la lutte, même si c'est très bien pensé. Donc on a, et c'est quand même ce qu'on vit régulièrement, à gérer ces choses-là, et parfois des grandes incompréhensions entre nous sont générées par des différences de stratégie. Alors si on pose et si on s'explique les choses en termes de stratégie, on le personnalise moins et on avance mieux dans la compréhension. Merci Marcel. Je passe la parole à Christian. Allez, même exercice, debout. Bonjour à tous. Alors oui, donc j'interviens au nom de la CIPA. Alors la CIPA, pour ceux qui n'auraient pas trop de détails sur ce que veut dire ce sigle, ACIPA, donc c'est seulement les premières lettres de quelques mots, Association citoyenne intercommunale concernée par le projet d'aéroport. Donc voilà pour le sigle la CIPA. Vous trouverez très facilement beaucoup d'informations sur le site internet. Parler de la CIPA, ça ne peut pas se faire sans faire un petit historique de l'association. Donc l'association s'est créée en novembre 2000 lorsque Lionel Jospin, avec Monsieur Ayrault et Monsieur Guessot, alors ministre des Transports, a souhaité relancer ce projet d'aéroport pour lequel l'ADECA combattait déjà les principes. Voilà, donc en parallèle, je dirais, de l'association ADECA qui luttait déjà contre ce projet, il fallait qu'une association dite citoyenne se crée afin de, excusez-moi, ratisser large, hein, pour que toute personne qui souhaite avoir de l'information sur le projet et puisse le combattre, déjà s'informer, pour commencer, s'informer, puisque c'est un des, je dirais, formation citoyenne, c'est un des piliers en fait de la lutte pour la CIPA. S'informer, c'est très important, il fallait que les gens y viennent, et Dieu sait si ça a été assez difficile, et si ça a été au début et pendant 8 à 10 ans, un très gros travail de fourmi. Je vous passe quelques détails, mais parmi ça, donc ce travail d'information, de très nombreuses réunions publiques, que ce soit dans le département, hors département, dans toute la France,
avec l'aide également d'autres représentants d'associations. Donc la CIPA s'est créée et évidemment dans la foulée est arrivé le débat public, et comme l'ADK non plus on n'a pas souhaité faire la politique de la chaise vide, ce qu'il fallait faire c'était être présent dans les instances officielles où on croyait à l'époque, encore pour beaucoup, où l'on croyait encore pouvoir dire notre mot et débattre sur le fond du problème, le fond du projet d'aéroport, ce qui n'a jamais pu être fait au final. Donc voilà, le débat public en 2002, s'en est suivi, pour faire court, les enquêtes publiques en 2006, qui ont commencé à générer quelques mouvements dans les médias. Voilà. Mais parallèlement à tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a souhaité, avec également d'autres associations amies qui étaient déjà très partie prenante dans la lutte contre le projet d'aéroport, je vais nommer donc l'ADK, bien évidemment, Solidarité Écologie La Chapelle-sur-Aire, Bien Vivre à Vigneux, BVV, Vigneux. On a souhaité tout de suite élargir cette lutte pour créer ce qu'on commençait à appeler une coordination de mouvements. Donc c'était pas encore très défini au départ. Aujourd'hui, cette coordination comprend beaucoup d'associations, de partis politiques et de syndicats, au nombre de 56 ou et quelques à peu près. Donc l'idée de la CIPA, c'était d'ouvrir, d'élargir au maximum, puisqu'on se rendait bien compte, sans être dupe, d'avoir participé au débat public, pour ne parler que de lui, on voyait bien en fait que cette espèce de monologue qu'on avait en face de nous faisait déjà en quelque sorte force de loi et qu'on n'arriverait pas à se faire entendre. Bon, beaucoup d'évolutions, cette prise de conscience elle est venue petit à petit au début. C'est vrai qu'au départ la CIPA c'était beaucoup plus une association locale ou à peine extra-locale avec des adhérents qui étaient majoritairement sur la demi-douzaine de communes de Notre-Dame-des-Landes et limitrophes. Peu à peu au fil des années s'est élargi, justement par ce travail d'information comme je vous disais, s'est élargi le nombre des adhérents et on en compte dans toute la France maintenant et quelques-uns ou quelques petites dizaines à l'étranger également. Et ça c'est très important parce que c'est une action citoyenne intercommunale et au sens très large. Et c'est ce qui nous intéresse évidemment. Et vous êtes là d'ailleurs pour le prouver. Concernant les piliers de la lutte, parce qu'on ne dira jamais assez que nous on se repose sur 3 piliers qui sont évidemment la mobilisation citoyenne, qui sont le juridique. Le juridique, il y a de l'actualité en ce moment, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on attend les uns un peu plus, les autres un peu moins, le résultat de ce qui va être annoncé le 17 juillet. Donc le juridique c'est très important. Au début l'association n'était pas très ancrée par rapport à ça, pas très, je dirais, argentée bien sûr pour pouvoir travailler sur le juridique. Et au fil des années, et surtout depuis 5-6 ans, et évidemment avec l'avantage de cette grève de la faim et autres actions qui ont pu être faites dans ces moments-là, dans ces mois précédents et suivant évidemment l'opération César, n'en parlons pas, il y a eu quand même pas mal de fonds qui nous sont arrivés afin de pouvoir travailler avec le juridique et avoir des juristes de renom dont vous avez dû entendre parler depuis quelque temps. Le juridique c'est quelque chose, c'est la deuxième assise en fait de la lutte par rapport à la CIPA. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les actions politiques. Le politique c'est quoi? C'est celui qui ordonne un projet ou c'est celui qui avalise un projet. Et pour nous le politique, je parle de l'homme politique, il n'est pas détenteur d'un blanc-seing. Donc on fait beaucoup d'actions politiques, on en a fait et on en fera. Et ça concerne quoi? Ça concerne des actions de distribution massive par exemple lors des rendez-vous électoraux, etc. Donc ces 3 piliers-là sont très importants parce que si l'un est un petit peu déstabilisé dans l'actualité du moment, l'autre va prendre le dessus, etc. Et c'est là-dessus qu'on se repose à la CIPA. Et on trouve qu'il faut rester vraiment très solide et inébranlable. On pense aujourd'hui que le résultat est là puisque avec l'aide des autres associations et mouvements, on a tous réussi à faire reculer ce projet au moins. Et puis bien sûr, on est toujours très positif pour se dire qu'on va arriver à l'arrêter. Est-ce que la situation cette année, elle est porteuse par rapport à la COP21 ou pas, pour que le gouvernement décide d'arrêter ou pas ce projet? Qui peut le dire aujourd'hui? Mais nous participons à la CIPA, bien évidemment, au sein de la coordination, à tous les mouvements et toutes les réflexions. Là aussi, par rapport au début de la CIPA, évidemment, la réflexion n'était pas élargie, mais on est ouvert, en fait, à tous les mouvements de la société et les prises de conscience.
Sans vouloir dire que la CIPA c'était une association NEMBI au départ, parce que c'était pas tout à fait ça, c'était un peu mieux que ça quand même, du fait de ce début d'élargissement qui est arrivé quand même assez tôt. Néanmoins, aujourd'hui, on peut se référer à toutes ces réflexions générales pour lesquelles vous êtes là pendant ce week-end, et qui sont vraiment force et qui nous soutiennent aussi. On participe, la lutte contre le climat, je vous disais, ça aide, on s'aide, on s'entraide entre nous, vous êtes là pour en témoigner. La CIPA, c'est quand même 15 ans quasiment de bagarre aujourd'hui. Tout seul, on n'aurait pas pu y arriver. Voilà. Mais ce qu'on voudrait également, c'est que nos actions deviennent très motrices pour d'autres luttes. On sait que le gouvernement a une peur bleue de l'interconnexion entre les luttes. Notre-Dame-de-Lande, c'est pas que lutter seulement contre un projet d'aéroport, mais il faut le faire parce qu'il y a des gens ici qui ont vraiment besoin de rester sur place parce que c'est leur vie, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient sortis pour des projets complètement démentiels et ringards, ça il ne le faut pas. Mais en même temps, parallèlement, il faut aussi que ce soit une interconnexion des luttes. On sait que le gouvernement en a peur. Portez la lutte Notre-Dame-des-Landes, mais puis portez-la en même temps que les autres, partout en France et plus loin. Merci Christian. Je crois qu'effectivement, dans les piliers et dans le pilier politique, on peut ajouter, même modestement, quand en 2009 il y a eu le camp climat, on a annoncé la création d'un collectif d'élus, ne le cède pas. Nous avions 80 adhérents, il y en a un peu plus de 1000 aujourd'hui. Il travaille, il est co-présidé par Françoise Vercher et il fait également une production qui sert à notre combat commun. Oui, donc je vais vous dire un mot sur la coordination. Donc la CIPA, c'est une association d'individus, de personnes. La coordination, donc c'est un collectif d'associations d'organisations de différents types. Donc on a dit politique, syndicats paysans, mais syndicats ouvriers aussi, des associations environnementales plus locales ou plus larges, des associations citoyennes. Bon, donc là j'ai été mise à TAC dans le programme. En fait, je représente ATTAC à la coordination, mais comme chaque association membre de la coordination a des représentants. Alors, tu me corriges, Christian, alors en 2004, c'était 4 orgas, on est passé à 14, je crois, en 2007, et puis donc, Christian l'a dit, on est maintenant au-dessus de 55. Alors, à quoi sert la coordination et quelle est la stratégie qu'il y a derrière ça? C'est d'abord une chambre d'écho par le biais des différentes organisations, justement. Donc, c'est une chambre d'écho donnée aux luttes pour le ralentissement le retard du projet jusqu'à son abandon. Donc chaque association, locale ou nationale ou même internationale, est une chambre d'écho de tout ce qui se passe. Donc diffuse l'information et diffuse les mots d'ordre de mobilisation. Deuxième intérêt, et non des moindres, ça a donné une place dans la lutte à des gens et à des groupes qui ne l'auraient pas forcément eu spontanément. C'est vrai qu'un syndicat ouvrier, bon, est-ce qu'il va se positionner, ou quelqu'un qui est sur les eaux, les petits oiseaux, est-ce qu'il va se positionner contre le projet? Donc la coordination a permis l'entrée de tous ces gens-là. Et puis, au sein de la coordination, donc il y a eu à l'automne 2013, il y a donc eu le fameux groupe contre les GPII, donc les grands projets inutiles imposés. En 2012, on avait donc eu le deuxième forum ici, et il y a eu vraiment une efficacité à la mise en réseau de la lutte à Notre-Dame-des-Landes avec d'autres luttes, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national. Alors, au niveau européen, une trace, si vous voulez, de cette efficacité, c'est la plainte conjointe de groupe GPI devant le tribunal permanent des peuples,
vous en avez entendu parler ce week-end. Une autre efficacité dans la mise en réseau française, ça a été le remarquable travail sur la démographie dont vous aurez sans doute, ou dont vous avez pu avoir des échos et des documents. Donc, une vraie efficacité des mises en réseau. Et ça sert la lutte à Notre-Dame-des-Landes, mais ça lui donne aussi une dimension, maintenant tout le monde connaît. Hein. Si vous regardez la pétition photo, vous verrez que les visuels, ils sont dans toutes les langues, et il y a des gens dans toutes les langues qui disent non à l'aéroport. Et une dernière chose, je m'arrête après, donc les membres de la coordination, donc ce sont des associations qui ont une existence légale. Donc leur champ d'action naturelle, c'est les actions légales. Et pourtant, au moment de l'attaque féroce contre la ZAD en novembre 2012, eh bien, tout le monde a participé au soutien aux zadistes, au lavage du linge, les boîtes, les chaussettes, etc., le matériel de construction. Et tout le monde, dans cet ensemble de 55 organisations très diverses, tout le monde a admis que, oui, ce qu'on faisait était illégal, mais que c'était légitime. Et ça, c'était un tsunami de la pensée pour beaucoup d'associations légales. Voilà, j'en reste là. Et Gilles, tu continues. Merci. Merci Geneviève. Je passe la parole de Camille pour le temps qu'il vous plaira. Bonjour, du coup on va essayer de parler un peu des stratégies dans le mouvement d'occupation. Du coup je vais revenir un peu faire un petit bout d'historique de ce mouvement. Du coup le mouvement d'occupation a vraiment commencé en 2009 quand le collectif des habitants qui résistent ont lancé un appel à venir habiter sur la zone. Car comme il le disait bien, un territoire vidé de ses habitants est un territoire facile à conquérir. Et du coup, ça favorisait le fait que des gens viennent occuper de manière illégale des maisons ou construire des cabanes sur la zone. Et donc depuis 2009, il y a eu régulièrement des nouveaux gens arrivés sur la zone, assez progressivement depuis ces années, avec un moment un peu clé pendant les expulsions de 2012 où ça fait un peu un gros chamboulement, où toutes les cartes ont été rabattues un peu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de diversité de gens sur la zone. Du coup, on ne peut pas dire qu'il y a de stratégie commune vraiment au mouvement d'occupation. Parce qu'il y a des manières très différentes de se rapporter à la lutte, de se rapporter au territoire ou de se rapporter au monde largement. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que de manière large et partagée, le fait de s'organiser ou de développer notre autonomie politique en s'organisant hors des institutions. Et aussi s'organiser de manière non hiérarchique, de manière horizontale. Du coup, un des grands axes de stratégie de l'occupation, c'est un aspect défensif pour se défendre contre les expulsions et se dire, bon, c'est un territoire qu'ils vont vouloir vider de ses habitants. Et nous, on va venir s'installer, résister contre ça, prendre des terrains, prendre des maisons et ne pas se laisser expulser et se battre contre les expulsions. Ça, c'est un truc qui a été très vivant plutôt dans les premières années de l'occupation, de 2009 à 2012. Ça voulait dire construire des cabanes dans les arbres, toujours se poser la question de « Ah, mais comment on va se défendre? Comment on peut protéger nos maisons, nos cabanes ?» Enfin, des moultes discussions, réflexions de stratégie, tout ça. Ça s'est mis en œuvre pendant l'opération César. Voilà, ça a marché parce que aussi il y a eu une levée de bouclier énorme de tout un tas de gens et tout un tas de groupes. Bon voilà, le gouvernement a pris l'échec qu'il a pris. Cet aspect défensif, c'est quelque chose qui est un petit peu moins vivant les dernières années parce que c'est plus calme sur la zone. Enfin, en tout cas, le gouvernement est moins offensif. Et il y a les accords politiques qui protègent l'expulsion et tout ça, du coup c'est un truc qui est un peu moins vivant, mais qui reste en tête au cas où ils essayeraient à nouveau de faire du vidage. Voilà. Et donc le fait d'habiter sur la zone,
ça permet d'empêcher concrètement l'avancée des travaux, de tout travaux préparatoires et de toute étude préliminaire par des actions, notamment des actions directes. Et ça passe aussi bien par empêcher le travail des géomètres qui viendraient mettre des piquets, empêcher le travail des boîtes qui sont là pour faire de la compensation et qui du coup veulent étudier l'impact du projet et du coup en allant faire des relevés dans les mares, etc. Du coup c'est empêcher leur travail. C'est aussi, par exemple, il y a eu des recours au sabotage dès qu'il y a eu la moindre avancée de travaux, notamment par exemple une déviation de lignes électriques pour le barreau routier, ou que ce soit la pose de piézomètres pour mesurer les niveaux de nappe. Voilà, ça permet de concrètement empêcher qu'ils avancent sur ce terrain-là. Ça a passé aussi notamment une époque par essayer de bloquer l'enquête publique. Et empêcher les travaux, ça ne veut pas aussi dire que les empêcher sur la zone, c'est aussi en allant à l'extérieur qu'on peut les empêcher. Et que ça passe par aller mettre la pression un peu à des boîtes, notamment par exemple Biotop, qui étaient en charge de compensation. Et ça a pris un moment un peu plus d'ampleur, notamment par le réseau de l'intercomité avec une dynamique qui s'appelait Adopte un sous-traitant, où c'était une manière de se dire que chacun peut agir en mettant la pression à une des boîtes qui serait sous-traitante du projet, aller leur mettre la pression pour qu'ils se retirent du projet. Et ça a eu concrètement, il y a plusieurs boîtes qui ont arrêté suite à ce type d'action. Biotop, de manière plus ou moins claire, a dit qu'il ne reviendrait plus ici. Il y a Aquabio qui a aussi annoncé qu'il ne reviendrait plus du tout. Et voilà. Et il y a aussi eu notamment pendant les expulsions, une grosse campagne contre Vinci, où il y a eu plein d'actions qui ont été menées contre Vinci, et ça de manière très diverse, de faire des péages gratuits, à aller, je sais pas, taguer une façade d'une boutique Vinci ou des choses comme ça. Et l'offensive aussi à l'extérieur, c'est aussi notamment participer à l'organisation de manifs en ville ou pour des rassemblements à des procès qui sont plus ou moins massifs. Et c'est des moments où aussi ils peuvent avoir des actions directes qui se passent pendant ces moments-là, ce qui est plus ou moins bien compris dans le mouvement et ce qui crée plus ou moins de friction entre nous. Mais voilà, ça fait partie des choses qui se passent et des manières qu'on a de lutter. Alors moi j'avais oublié de dire un truc par rapport aux stratégies de résistance sur le terrain contre les expulsions, c'est qu'à partir après l'opération César, l'occupation est devenue vachement moins un truc d'occupant. Enfin, déjà, il y a la Châtaigne qui a été construite à 40 000 personnes, du coup voilà, c'est un peu tout le monde dans la lutte qui s'est mis à occuper. Et puis il y a Bellevue qui a été occupée par les paysans, le collectif Copain, il y a des cabanes qui ont été montées par les comités locaux, et puis il y a aussi beaucoup plus de communication et d'échanges entre tout le monde. Du coup c'est quelque chose qui est repris beaucoup plus largement l'occupation comme moyen de résister sur le terrain, aussi avec les terres qui sont occupées, avec la DK Copain, tout un tas de gens qui viennent au chantier, tout ça. Voilà. Sinon, pour suivre ce truc sur les moyens d'agir directement contre les boîtes en les empêchant de venir sur le terrain, les boîtes qui voudraient faire des travaux, et ben ça veut dire se confronter à la répression. Alors, et ben là-dedans aussi, il y a des stratégies comme des collectifs de soutien légal qui vont faire organiser le soutien aussi bien matériel que de faire les préparations des défenses, de donner des contacts d'avocats, aider à payer les amendes, soutenir les gens qui sont en prison, tout un tas de trucs comme ça, et aussi une stratégie de protection par rapport des stratégies de protection par rapport à cette répression, disons de réduction des risques, parce qu'il y a toujours des gens qui se font avoir, voilà, c'est déjà. Ça veut dire essayer que, avec leurs moyens de surveillance, ils ne puissent pas individualiser des gens et aller les chercher, ce qui veut dire pouvoir se cagouler, par exemple, ou pas trop parler de tout ce qui se passe en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est aussi refuser tous leurs moyens de fichage, le fichage ADN, comme le fichage d'empreintes palmaires, enfin tout un tas de moyens, voilà, d'essayer de se protéger de ça. Voilà. Se méfier des téléphones portables. Et du coup, ça passe aussi par le fait d'être en lien avec l'extérieur, et du coup de communiquer un peu avec l'extérieur, notamment à travers, par exemple, on a plusieurs moyens de communiquer avec l'extérieur, notamment à travers un site internet, à travers, par exemple, le Laisse Béton, qui est un journal
écrit par des occupants, qui était tiré à quelques milliers d'exemplaires, qui était diffusé dans toutes les boîtes aux lettres des bourgs autour, par des journaux muraux, des réunions dans les bourgs, des infotours un peu partout en France. Et ça passe aussi par porter des positions dans des textes qui des fois font pas l'unanimité au sein du mouvement, mais qui portent des positions. Et aussi, il y a aussi un truc qui est important, c'est les liens qu'on a avec d'autres luttes, que ce soit les migrants de Calais, des migrants qui sont à Nantes, ou des Roms, ou des liens avec les luttes antinucléaires, ou avec d'autres ZAD comme OTST ou à Roibon, etc., ou avec la lutte contre la ferme usine des 1000 vaches. Un autre aspect, c'est faire vivre la zone. Voilà, on vit ici, du coup on fait tout un tas de choses ici, qui sont dures à raconter parce que c'est assez vaste, quoi. En tout cas, c'est toujours des moyens de faire collectivement et de partager beaucoup de choses. Alors je vais faire une liste et puis je vais vous la lire, et puis elle ne sera pas complète. Du coup, il y a tout un tas de cultures et de projets agricoles divers et variés, avec une grosse variété. Il y a du blé, des vaches, des moutons, des légumes, des pois secs et des haricots secs, des patates, des oignons, des poireaux, du soja, un verger, des ruches, et puis tout un tas d'autres choses. Et puis il y a ce qui va avant les projets agricoles, comme la mécanique agricole, il y a ce qui va après, comme la transformation, le pain, les conserves, la farine. Il y a la radio, il y a le non-marché pour partager ce qui est produit ici, il y a les réus pour s'organiser, et puis il y a aussi les discussions pour s'organiser en dehors des réus, pour ceux qui ne vont pas aux réus ou parce qu'on s'organise un peu tout le temps. Il y a la boulangerie, il y a l'atelier vélo, il y a le travail sur le soin, la médecine et les plantes médicinales, il y a refaire les routes, il y a essayer d'entretenir les chemins et de contenir les ronces, il y a faire du bois dans les haies, il y a des concerts et des fêtes, il y a des spectacles, il y a des groupes de musique qui se forment et il y en a qui écrivent, qui jouent. C'est pas la fin de ma liste. Bon, de toute façon, n'importe quelle liste qu'on fasse, elle est réductrice parce que on peut pas décrire tout ce qui se passe en fait. En tout cas, le fait qu'on vit ici avec tout ça et puis qu'on construit des tonnes de trucs et qu'on se projette dans l'avenir, alors ça veut dire aussi là, être dans des discussions pour envisager un avenir sans aéroport. Si ce projet s'abandonnait, qu'est-ce qu'on ferait avec la détermination de rester? Parce que voilà, on est là, pourquoi aller ailleurs? Et puis c'est ici qu'on a nos vies. Et puis toutes ces projections, c'est aussi des projets dans le long terme. Quand on fait du bois de chauffage, c'est pour dans 2-3 ans. Il y a des projets comme construire en dur, qui est de scier du bois pour consolider toutes les constructions existantes. Il y a reconstruire des hangars pour avoir des espaces de stockage, il y a toutes ces discussions sur l'avenir des terres, voilà. Bref, on se projette, on pense que c'est une force pour la lutte, déjà d'être préparé et d'être fort si jamais on gagne, dans le moment où on gagne, pour être prêt pour la suite, parce que sûrement il faudra se battre contre d'autres trucs à ce moment-là. Enfin, c'est jamais complètement gagné. Et aussi parce que ça donne de la force à vivre ici, quoi. Et voilà, j'ai cité les projets de construire en dur autour du bois et des discussions sur l'avenir des terres, mais il y a tout un tas de projets ici qui ne comptent pas s'arrêter là. Merci à vous deux d'avoir si clairement montré qu'il y a des stratégies hétérogènes mais qui constituent une richesse dans notre combat commun. Je vais passer la parole à mon copain qui est à côté, là, et qui va conclure les interventions tribune avant que nous puissions passer au débat. Alors ça va pas être une conclusion, parce que ça va durer un petit moment aussi. Préparez-vous. Donc, laissez-moi me mettre à l'aise. Merci. Donc la stratégie d'un groupe de paysans pour assurer le maintien en état de terres nourricières. Ça c'est un peu notre thème. Il ne s'agit pas ici d'être nombriliste et de ne parler que des paysans, mais c'est le sujet qui m'a été demandé, donc on va en parler. Donc quelques paysans locaux se battent pour certains depuis de très très nombreuses années, soit en refusant le projet, en refusant les offres d'expropriation, en refusant, en résistant, soit un deuxième, soit en soutenant les occupants de la ZAD, paysans, comme Marcel et tous ses collègues, soit en soutenant les zadistes directement. Un événement majeur, l'opération de destruction
de l'opération César et la question qui a résonné en chacun de nous en tant que paysans, au moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Peut-on agresser des paysans qui ne font qu'en défendre leur terre-mère? Donc 3 stratégies en découlent. Une stratégie de réaction, ensuite il y aura une stratégie d'organisation et une 3e qui sera la stratégie de conquête. La stratégie de réaction, alors c'était un coup de sang d'une partie du monde paysan ce jour-là quand on a appris l'opération César. Pour des gens comme moi qui n'étaient pas trop impliqués, même pas du tout impliqués dans cette lutte, ça a été un électrochoc, mais je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Et ça a été du coup une réaction extrêmement rapide et efficace. Pour les plus proches, ça a été l'encerclement et la protection par les tracteurs de la Maison des Rosiers, par exemple. Pour d'autres, ça a été le blocage des franchissements de la Loire, avec leurs tracteurs, avec les moyens qu'ils avaient. Le mouvement paysan, qui était très localisé à Notre-Dame-des-Landes auparavant, a désormais franchi les zones limitrophes pour prendre une dimension départementale puis régionale. Cela se concrétise par la présence de 250 tracteurs à la manif de réoccupation qui suivra. Nous en sommes les premiers surpris. Mais quelle expression fantastique d'une conscience paysanne retrouvée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce mouvement-là dans nos groupes, que Notre-Dame-des-Landes du coup a symbolisé. Mais la terre ainsi protégée doit l'être de façon plus durable. Et ce sera l'encerclement de la châtaigne, au lieu de la reconquête, par une entrée de 50 tracteurs à la barbe de M. Valls-César, représenté par quelques centaines de CRS à l'époque. Cet événement est à souligner car il est le réel début d'une lutte plurielle et cohérente entre les différentes composantes de la lutte, entre tout ce que pouvait représenter la châtaigne, les tracteurs autour représentant le monde paysan. Ça a vraiment été tout un symbole. S'ensuit ensuite la stratégie de l'organisation. Donc ce fut la création du collectif Copain. C'est un collectif d'organisation des professionnels agricoles indignés. Excusez-moi, on a tellement l'habitude de parler de copains que c'est marqué dans le pays. Donc l'idée d'indigner, forcément, vous l'aurez compris, c'était dans le sillage donc, des écrits de Stéphane Hessel qui résonnaient quand même dans nos champs. Une réponse adaptée à l'époque aux risques majeurs que couraient les différentes organisations à s'impliquer dans une lutte à Notre-Dame-des-Landes. Il faut imaginer, on s'oppose à une politique départementale, voire régionale, en ayant des organisations qui sont elles-mêmes financées par ces derniers. Donc c'était une vraie réaction de protection. Mais au-delà de cet argument, il y a également l'aspect transversal de cette nouvelle entité, qui permet à plus de collègues, beaucoup plus de collègues, de se sentir à l'aise au sein de ce réseau Copain. C'est de fédérer également dans différents réseaux. C'est également de mobiliser de façon beaucoup plus large. Et cela permet surtout, je trouve, un débat d'idées qui évite de se complaire chacune et chacun dans nos propres vérités. Tous ces arguments continuent de se vérifier au fur et à mesure que la lutte avance. Pour le plus stupéfiant et le plus médiatique de ce processus fut la manif du 22, où là c'est pas moins de 450 tracteurs qui ont convergé sur Nantes en provenance de tous les collectifs Copains désormais, que sont ceux de Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Morbihan, Ille-et-Vilaine. Ce fut un grand moment que le pouvoir nauséabond, relayé par une presse complaisante, ne pourra pas nous faire oublier. C'était du jamais vu. S'ensuit ensuite la stratégie de la reconquête, ou comment passer d'une pensée contre l'aéroport à la création d'une ZAD, zone agricole et écologique à développer. Le Copain a trouvé son propre lieu de vie avec le sauvetage de la ferme de Bellevue. Comment le Copain a protégé la ferme de Bellevue? Grâce à l'extrême vigilance du réseau, l'info tombe. Cette ferme va être vidée et détruite. La mise en place d'un bouclier physique, assuré par les désormais célèbres
pour nous forcément, tracteur vigilant, va la protéger de l'appétit des pelleteuses d'AGO Vinci. Un deuxième temps, c'est des paysans qui se déclarent résidents à Bellevue. Il s'ensuit alors la valse des procédures judiciaires, mais aussi et surtout des soutiens devant les tribunaux de Saint-Nazaire. Merci encore à la société civile qui a répondu plus que présent à toutes ces manifestations. Pourquoi le copain protège la ferme de Bellevue? D'abord, et surtout au départ, pour un soutien aux agricultrices et agriculteurs impactés. Sur place, Sylvie, Marcel, Sylvain, Brigitte, Hervé et bien d'autres, qui luttent depuis longtemps. Le deuxième point, ça a été de sauver le bâtiment de ferme, la structure même de la ferme, dont la suite de notre projet, le nôtre, je ne parle pas du projet d'aéroport, aura tant besoin. Et ça a été le même topo pour la protection de la ferme de Saint-Jean-du-Terre. Grâce à ces terres ainsi préservées, en troisième point, des projets à taille humaine, vivrière ou économique, respectant l'homme et une riche biodiversité, pourront envisager voir le jour. La répartition des terres est pour nous un dispositif central pour éviter l'industrialisation de l'agriculture. De nombreuses rencontres ont lieu pour peser sur ces redistributions de la terre, sur le site à Notre-Dame-des-Landes, et essayer de faire comprendre que c'est la lutte qui a fait que les terres ne soient pas encore, qu'elles soient aptes à être cultivées, car sans cette lutte, cette terre serait sous 50 cm de béton ou de bitume. L'insatiable appétit de grandeur de certains utilisateurs de terre doit parfois être calmé, soit par du dialogue, soit par des actes posés de façon un peu plus ferme. Maintenir le potentiel agronomique des terres dans des conditions si particulières tient parfois de la gageure. La mise en culture par différentes composantes de la lutte, de 25 hectares aux planchettes, fut l'une de ces belles opérations collectives entre l'ADK, donc les paysans impactés par le projet, Semtaza, donc les occupants de la zone, et le collectif Copain. Donc ça a été un grand moment, et comme l'a précisé Marcel, on a pu du coup exprimer la cohérence entre différentes méthodes de culture, mais qu'il était important aussi d'avoir cette ouverture d'esprit-là à un moment donné. Revenons à Bellevue. Avec le temps, ce lieu paysan continue à vivre chaque jour, avec l'appui d'habitants et d'habitantes vivant en permanence sur la ferme. Ils assurent, comme l'a dit Julie, la traite, l'alimentation des animaux, la production du fourrage nécessaire à la ferme, la transformation au fromage, etc., etc. Ils permettent également une meilleure fluidité de relations avec le reste de la ZAD et contribuent à rendre ce lieu très vivant et très convivial. Moi j'ai une petite marotte qui est Pierre Rabhi, et j'aime bien quand les philosophes rejoignent un petit peu, qui sont censés représenter notre avenir de pensée. Quand elles rejoignent également notre lutte, c'est quand même sympa. Je vous prends 2 secondes. Si nous voulons assurer la pérennité et l'épanouissement de l'espèce humaine sur la planète, nous sommes appelés à construire de nouveaux modèles de société qui placent l'être humain et la nature au cœur des priorités. En tout premier lieu, cette société pérenne se doit de nourrir sainement sa population, de préserver et régénérer le milieu naturel et de recréer du lien entre les humains et la nature. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on peut vivre à chaque instant sur le site de Notre-Dame-des-Landes et qu'il faut qu'on continue à faire vivre. C'est de cette manière que la terre pourra susciter de nouvelles vocations. Car comme à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, il faut des projets nouveaux d'agriculture pour que la terre continue à être nourricière. Donc les stratégies continuent et continueront à se construire et à s'auto-construire collectivement. Et c'est bien pour cela qu'en cas d'attaque, et là on tombe dans le vif du sujet, qu'en cas d'attaque, la mobilisation reste et restera intacte. Merci à vous tous.
Merci pour vos interventions diverses, mais bien complémentaires, pour montrer que Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement des stratégies adaptées au quotidien, aux risques que nous encourons, mais également une réflexion de fond sur l'avenir. Voilà, il reste une bonne heure pour débattre, pour poser des questions ou donner votre avis. Nous sommes deux avec des micro-baladeurs. Voilà, vous demandez la parole en levant la main. J'en ai une, je la prends et on essaiera d'alterner. Voilà, comme d'habitude, concis et pas trop long si vous pouvez. Merci. Deux questions aux deux premiers intervenants sur des éléments de lutte. Sur le fait de la politique dite de la chaise pas vide, c'est-à-dire d'être présent ou pas dans les réunions avec les décideurs. Effectivement, j'ai entendu des illusions, et puis voilà, je fais la comparaison avec les CLIS, puisque je suis dans l'antinucléaire. Et la question, est-ce que ça peut être un objectif du coup moindre, d'être présent, non pas pour être entendu, parce qu'ils n'entendent pas, ils communiquent, ils n'entendent pas, mais pour être écouté et éventuellement être relayé par des médias. Première question. Deuxième question sur grève de la faim jeune, peu importe, puisque je suis un peu là-dedans aussi. Quels effets positifs, négatifs pour vous dans la globalité du combat? Merci. Merci de ta question. Vous souhaitez répondre du tac au tac, puisque vous êtes interpellés tous les deux. Politique de la chaise vide et ensuite grève de la faim. Pour moi, politique de la chaise vide, ça reste un sujet ouvert et je pense que chacun on peut toujours débattre et notre expérience ne nous permet pas du tout de trancher définitivement les choses. Pour partie, on est utilisé, mais pour partie, dans ce que j'ai vécu, je trouvais vraiment intéressant de voir les choses de l'intérieur et de pouvoir redonner ça à l'ensemble du mouvement. C'est quand même des informations assez précieuses. Faut être fort pour que ce soit bien utilisé, repris par la presse ensuite. Il y a un certain nombre de fois où j'ai trouvé même au bout de plusieurs années, on n'utilise pas toujours bien la presse, mais je veux dire, c'est normal aussi, qu'ils ne se laissent pas utiliser et qu'ils font les choses comme ils les pensent. Ensuite, pour nous, personnellement, je pense que c'était pas jouable au sein du mouvement paysan de dire on n'y va pas, quoi. C'était trop loin de... Vous voyez, quand vous êtes à une ou deux voix, vous pouvez faire des choix, mais la majorité, une large majorité n'aurait pas du tout compris cette position-là. De temps en temps, on fait aussi avec les forces qu'on a, et normalement, et on en tient compte, quoi. Voilà, donc, c'est partagé. Alors ensuite, tu veux répondre un peu? Je peux faire un complément. Oui, concernant la politique de la chaise vide, on a considéré, nous, à la CIPA, que, évidemment, il fallait qu'on y aille. Il fallait qu'on aille dans les débats. Il y a eu un exemple quand même assez criant qui a été cette nomination de la commission dite du dialogue, où là, on s'est dit, non, ce n'est plus possible, là. On ne peut pas aller dans cette commission du dialogue alors qu'au moment même où elle est annoncée, il y a encore des caisses de grenades qui sortent des camions des gardes mobiles sur la ZAD. Ça, il fallait le savoir. Hein. Fin novembre, c'était quand même assez terrible. Hein. Donc là, ça a été unanimement chez nous. Hein. On s'est concerté au niveau du CA et on a dit non, c'est pas possible. Nous n'irons pas à cette commission du dialogue parce que c'est une commission de trop. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte pour le futur. Un peu dans la même idée que Marcel, on se réserve la possibilité de dire oui on y va, non on n'y va pas, et en faisant en sorte évidemment que dans le cas où ça n'est pas intéressant du tout, ils ne nous trouvent pas là où ils nous attendent. Je vous ai parlé du travail fait par le groupe GPII, donc 12 groupes en lutte en France sur la démocratie participative. Donc on a répondu à cette demande, à cette ouverture d'audition pour rénover le débat participatif. Le travail entre nous
a été excessivement positif. François Verchères en a parlé hier après-midi. Ce travail-là, il a été très utile. On l'a mené sans illusion, mais là encore, on a bien fait de ne pas faire la chaise vide. Bon, sans illusion évidemment, puisque au niveau des retombées législatives, on sait à peu près ce que ça va donner. Oui, Marcel va compléter sur la question de la grève de la faim, sa pertinence, ses retombées. Oui, sur cet aspect-là, je pense qu'en résumé, c'est quand même une guerre de communication. Donc on a obtenu des accords qui ont stabilisé les choses pour les habitants qui avaient en titre, etc., avant la DUP, qu'ils soient locataires ou propriétaires, et on a obtenu ça aussi pour les exploitants. Ça a été une vraie respiration, et comme ensuite il s'est passé plein d'autres choses, il y a eu plein de soutien, la fragilité que l'on avait sur le terrain à ce moment-là, elle a quand même disparu parce qu'on a été emporté par le flot de la contestation, rassuré. Et enfin, je sais que voilà, pour nous en tant que paysans, les questions n'étaient plus les mêmes, on n'imaginait plus de déménagement, on ne tremblait pas devant un calendrier ou des choses comme ça. Pour partie, on a sans doute eu de la chance. Pour une partie importante, nous étions des amateurs. Parce qu'on imaginait qu'au bout de 15 jours, les grévistes ne pourraient plus parler, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y avait, entre autres aussi pour ça qu'il y avait un collectif autour. Les choses très pertinentes que l'on a faites, c'était d'avoir ciblé ça vraiment sur le moment où les politiques étaient le plus faibles, et on a eu la chance, entre guillemets, que Jean-Marc Ayrault soit candidat pour être Premier ministre. Donc voilà, ils étaient triplement fragiles à ce moment-là. Donc il y avait un ciblage qui était bon. Il faut quand même savoir que là aussi, avec les médias, les politiques, c'est quand on commence à trembler pour la santé de quelqu'un qu'il commence à bouger. Mais les 15 premiers jours, on a fait des choses passionnantes entre nous, mais ça ne sortait pas du département, quoi. Donc il faut savoir, si on fait ça, on s'installe dans la durée. Il faut savoir, pour les grévistes, s'ils sont en bonne santé, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui se fait assez bien, mais il faut insister sur la préparation au moins 15 jours avant, etc. Il faut insister sur le calage psychologique. Dans certains cas, c'est pas si facile que ça. Voilà, nous, on savait, c'était clair qu'on le faisait, et on sentait la reconnaissance autour de nous, donc on n'avait pas le sentiment de le faire pour nous personnellement, on n'était pas fragile, mais c'est des points sur lesquels il faut veiller. Et voilà, l'implantation qu'on avait choisie était aussi un point de communication sur les Nantais, etc. Et le dernier point, au-delà de l'accord quand même, c'est qu'on n'imaginait pas du tout, c'est l'effet dynamisant que ça a eu sur l'ensemble des copains concernés par le projet. Et voilà, ils disaient, bon, il y a des collègues qui se mouillent là, ben nous on va faire d'autres choses à côté, etc. Il y a eu plein d'initiatives extraordinaires qui se sont faites, quoi. Voilà, c'est un outil assez délicat. Et le dernier point que je voulais dire quand même, j'ai dit au début sur la préparation, pour moi normalement ça se fait il y a peut-être des cas où ça peut ne pas être discret, mais pour nous ça devait l'être. Dans les petits comités de préparation que l'on fait, on peut essayer d'avoir des gens, un panel relativement large qui rassemble différentes sensibilités, et pour sentir si ça va bien passer un peu partout ou pas, quoi. Mais c'est pas toujours ça. Merci Marcel. Je crois qu'on peut effectivement avoir une pensée pour Michel Tarin, qui a des problèmes de santé, vous le savez tous, qui est hospitalisé, qui lui a tenu bec et ongle avec son courage connu, 28 jours, et c'était assez déroutant pour nous. Mais sans le soutien collectif que nous avons rencontré, je crois qu'on n'aurait pas tenu cette grève dans la durée. Le soutien pour nous, c'était un véritable dopage jour et nuit pratiquement. Et on aurait pu continuer s'il l'avait fallu probablement. Bonjour. Moi j'aurais voulu revenir sur la manifestation du 22 février 2014. Et moi je voulais savoir un peu comment, par les uns et les unes et les autres, comment a été vécue cette manifestation et les suites qui en a découlé. Notamment, on sait qu'il y a des gens qui ont eu des blessures assez importantes. Et moi j'aimerais savoir effectivement comment cela s'est débattu avec l'ensemble des
les membres, les gens qui proposent cette lutte. Qui veut répondre en premier? Moi j'ai répondu dans notre approche, après c'est très partiel, mais c'était la mobilisation qui était extrêmement importante. Après sur les autres sujets on va pouvoir développer s'il faut, mais la réussite en tant que telle était vraiment exceptionnelle. 450 tracteurs, il faut imaginer ce que ça peut représenter au niveau de la profession agricole sur le département et au-delà. Enfin, c'est colossal, faut imaginer des dizaines de milliers de salariés. Enfin, donc sur ce point-là, c'était une très belle manif. Par rapport à la manif du 22 février, j'ai l'impression que c'est un des moments où la diversité des stratégies dans le mouvement et notre unité a été le plus attaquée par le pouvoir. Et il y a eu une grosse campagne. En fait, le jour même de la manifestation dans son ensemble n'a jamais pu arriver à son point d'arrivée parce qu'elle a été attaquée par les flics. On n'était même pas au milieu de la route, quoi. Et ça n'a pas été simple entre nous à discuter et on s'est beaucoup embrouillé sur les suites de cette manif et comment on va faire des stratégies dans le futur. Mais là où j'ai l'impression qu'on a été extrêmement fort, c'est dans la réponse face aux médias. C'est que le pouvoir a essayé de mettre en place une grosse campagne de communication contre nous. Et on sait que souvent dans ces cas-là, les médias se font les porte-parole du pouvoir et de la tentative de diviser le mouvement. Et on a été capables tous ensemble, malgré nos désaccords sur comment s'était passée la manif et comment on aurait dû réagir face à comment ça s'était passé, on a été capables de communiquer d'une seule voix et de répondre à cette tentative de nous diviser du pouvoir. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord entre nous et qu'on débat entre nous et que les débats ils sont difficiles qu'on ne peut pas être capable ensemble d'avoir une voix pour publiquement, face à nos ennemis, être fin et répondre ensemble et en ressortir plus fort. Et je crois qu'on a été capable de faire ça le 22 février et que c'était pas gagné et c'est une victoire du mouvement et de ce qu'on a appris pendant l'opération César, qui est que même si on n'est pas d'accord entre nous, on sait qu'on est complémentaires. Justement, moi je faisais partie des gens venus de Paris à cette manifestation du 22 et j'ai regardé de loin les 2 rues ou les 3 rues où il y avait tous les affrontements avec les flics déguisés en manifestants bien sûr, qui ciblaient Vinci et notre boutique. C'était monté de toutes pièces et on circulait pour rejoindre notre bus à 18h pour rentrer sur Paris dans une ville qui était assez tranquille et on entendait à la radio, dans les médias, qu'on était en train de saccager le centre de Nantes, que c'était terrible, on avait tout détruit dans le centre de Nantes et puis les médias tous à la rescousse du gouvernement et ça... Quand même, ce qui était magnifique, c'était de voir ces 450 tracteurs venus de toute la France avec leurs banderoles, et nous on était aussi venus de toute la France. Il n'y avait pas l'ambiance habituelle de manif où on voit les partis défiler, on était tous mélangés, les organisations s'en foutaient, les étiquettes aussi, de tous âges, de toutes conditions sociales. C'était vraiment un grand moment à vivre. Et moi je dirais aussi que le 17 juin dernier à Amiens, c'était toute proportion gardée, beaucoup moins important, mais il y avait des gens de toutes conditions, de toute origine, de toute la France qui étaient là, pas un mot dans les médias le lendemain. Donc là, les médias, ça fait partie de nos ennemis en général. Oui, bonjour. Moi je suis occupant. J'ai l'impression que l'après 22 février, finalement, c'est aussi quelque part ce moment où la ferme de Saint-Jean, en avril 2014, se libère. Et que ce moment-là reflète pas mal la diversité des pratiques et comment est-ce qu'on a appris à lutter ensemble. Donc c'est une ferme qui se libère et dont les locataires seront en contact
avec des gens de la CIPA, parce qu'ils font partie de ce réseau citoyen de lutte contre l'aéroport. Et les gens de la CIPA sont convaincus qu'il ne faut pas qu'une ferme soit abandonnée parce qu'elle va être détruite. Et c'est-à-dire qu'à ce moment donné, il y a un travail qui est fait en commun entre la capacité de réseau d'information sur du local que peut avoir la CIPA, des occupants qui sont prêts à venir occuper immédiatement la ferme illégalement dès l'avenue des gens de Vinci, et des paysans qui vont aider au moment des blocages. Ça donne que quand les gens de Vinci viennent se faire remettre les clés par les locataires, il y a un panel de gens représentatifs de la diversité du mouvement qui sont là à les attendre, et que dès que les gens de Vinci ont fait 20 mètres, il y a des gens cagoulés qui arrivent et qui démontent le matériel de sécurité sous les regards un petit peu contents et heureux, quoi. Des gens qui sont là, des retraités, des voisins, des paysans, des paysannes. Et ce moment-là, le gouvernement, il sent la fragilité. Il sent la fragilité du mouvement, parce qu'on n'est pas loin après le 22. Il sent bien que quand même cette tentative de faire exploser le mouvement a porté ses fruits, que le fait d'accuser des associations d'être la vitrine légale d'un mouvement armé, quand même, ça pose de la pression. Donc pour eux, c'est le moment de voir de tester comment ça le fait. Donc procédure d'urgence, au bout de 2 jours, il y a un huissier qui passe, qui dit que c'est inadmissible, qu'on ne peut pas vivre dans des conditions possibles, comme ça. Et il y a un procès au bout de 3 jours qui dit que les occupants sont expulsables immédiatement. C'est-à-dire qu'en une semaine, le gouvernement a poussé la justice à provoquer l'expulsabilité immédiate de la ferme. Et ils envoient des gendarmes. Mais sur place, la résistance, elle s'organise, et il y a des gens qui arrivent avec des cocktails Molotov et qui vont se préparer à passer la nuit dans des fourrés. Il y a des paysans qui arrivent et qui font des manœuvres cagoulées. C'est des très beaux moments pour nous de voir des paysans cagoulés sur des tracteurs en train de construire des barricades. Et des barricades construites avec des pylônes tractés par des tracteurs. Je vous jure que ça a une plus grosse gueule que ce que nous on a pu faire en octobre 2012. Mais il y a aussi plein de gens de tous âges qui sont absolument pas dans des pratiques de résistance violente, mais qui sont là pour faire du café, qui sont là pour être autour de la ferme au cas où les gendarmes arriveraient jusque là. Et on a appris après coup que les gendarmes, à mi-chemin, en fait, ils avaient fait demi-tour. Voilà. Merci. Demande de prise de parole. Vas-y. Oui, bonjour. Le 17 juillet, il va y avoir un arrêté du tribunal administratif. Je crois qu'on attend aussi que les instances européennes se prononcent bientôt. Donc, ça représente la légalité, on va dire, auquel on oppose, je trouve très justement, la légitimité. Il y a eu des déclarations d'Emmanuel Valls pour dire qu'on allait attendre que ces derniers recours soient éteints, quoi, en quelque sorte, pour revenir à la charge et cette fois-ci passer, quoi. Donc il semble que si les arrêtés de ces juridictions européennes ou du tribunal administratif ne sont pas favorables à l'opposition à l'aéroport, on aille tout droit vers à nouveau une nouvelle phase de cette lutte. Donc je voulais savoir, alors peut-être sans trahir des secrets stratégiques, mais ce que vous en pensez. Voilà. Bonne question. À des optimistes mobilisés et vigilants. Ils veulent peut-être répondre. Alors, pour ce qui est de la CIPA, au moins, le 17 juillet, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que se joue le 17 juillet le rejet des recours concernant les espèces protégées et tout ce qui touche à la loi sur l'eau, ou pas. Donc nous, on donne vraiment toute la relativité que l'on doit avoir par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est un jugement et qu'après, il y a un appel. Il ne faut pas oublier que les recours, ce n'est pas que le premier jugement, c'est l'appel et si besoin est derrière, la cassation. Voilà. Donc par rapport à ça, nous, on veut rester optimiste et on est majoritairement optimiste. Hein. Se joue aussi à ce moment-là, le 17, toute la notion de la parole donnée par l'État. Parce que le 17,
c'est pas la fin du recours ou des recours. Et M. François Hollande, ce jour-là, mettra sa parole ou la retirera par rapport à ce qui s'est décidé, notamment et surtout pendant la grève de la faim. Voilà. Donc la question, elle est là. Est-ce que l'État et le gouvernement actuel ont une parole ou n'en ont pas? C'est ça aussi, le 17. Quoi qu'il arrive, nous serons là, dans notre diversité. Et puis peut-être qu'il faut dire aussi quand même que bon, le tribunal administratif, il est là pour défendre la sacro-sainte administration attaquée, et que ce qui est étudié, c'est la stricte orthodoxie réglementaire. Est-ce que oui ou non les choses ont été respectées? Et on arrive à des déclarations ahurissantes, par exemple sur le programme Vierre, qui a été séparé artificiellement du projet d'aéroport. Donc on divise. Alors le programme Vierre, c'est le programme des voies routières, puisqu'il faut bien rétablir la continuité de ce qui serait coupé par le projet d'aéroport. Eh bien, donc, le rapporteur public soutient que les deux choses sont distinctes. Rien à voir avec quelque chose qui s'appelle programme Vierre, lié aux voies modifiées par le projet d'aéroport. Il s'appelle comme ça, le programme Vierre. Eh bien, rien à voir avec le projet d'aéroport. Et il donne une jurisprudence à l'appui de ce qu'il raconte. Eh bien, la ligne à haute tension qui va transporter l'énergie produite par une centrale électrique, eh bien, on a une belle jurisprudence qui dit que cette ligne à haute tension n'a rien à voir, ce n'est pas le même projet que la centrale nucléaire. Voilà. Donc, il faut savoir que le tribunal administratif, il faut savoir pourquoi il est fait et comment, sur quoi les recours sont appréciés. Voilà. À Dourgest, nous avions gagné en appel devant la juridiction administrative et le projet a été abandonné. On peut toujours rêver. Oui, mais ça fait longtemps. C'était dans une autre vie. Bonjour. Pourquoi y a-t-il eu l'opération César si auparavant, à l'été 2012, il y avait eu un accord suite aux grèves de la faim? Bonne question. Ça va pour répondre? Simplement parce que c'est un accord qui protégeait les habitants qui habitaient la zone avant 2008 et qui avaient des contrats de bail, enfin qui avaient eu au moins une situation légale d'habitation sur la zone, ce qui n'était pas du tout le cas des occupants. Absolument, absolument, c'est ça, voilà. Donc ils ont cru que les autres, ils pourraient intervenir puisqu'il y avait un accord. Ça s'est pas vraiment bien passé. Je pense que le préfet était quelque part celui qui nous a le plus aidé à médiatiser la lutte avec son opération César. Avec la Val d'Hérault, quand même. Question. Oui, vous dites, on va voir si le président a une parole, le gouvernement, etc. Mais entre-temps, il y a eu quand même un certain nombre de choses qui nous font dire que, et s'il ne tient pas sa parole, qu'est-ce qui se passe? On se mobilise comme on l'a fait jusqu'à présent, comme il a fallu le faire pour la grève de la faim, pour arracher des accords, et on discutera, et je crois que le croisement des stratégies sera sans doute utile. Se tenir prêt. Non mais, il ne faut pas, en d'autres termes, faut pas se positionner comme perdant et on discute sur le plan légal et on suppose qu'ils sont honnêtes. Après, s'ils ne le sont pas, c'est clair qu'on est déterminé. La mobilisation qu'on a sur ces 2 jours, ils vont l'avoir étudiée. Ils voient qu'il y a toujours beaucoup de monde qui viennent, même s'il n'y a pas des stars qui chantent, etc. Ils savent aussi qu'au niveau des comités de soutien, ils existent toujours et qu'il y a une organisation qui est faite en cas où ça se compliquerait ici. Donc même si on a des divergences de stratégie et d'interprétation
de ce qui se passera le 17 juillet, il est clair qu'on est tous convaincus que si ça se compliquait, on dit qu'on est déterminés et on le sera tous. Et ils perdront encore une fois. Je veux dire, ce serait tellement imbécile de venir allumer un feu à Notre-Dame-des-Landes avant des élections qui arriveront bientôt et la COP 21 qu'ils le paieront extrêmement cher. Justement, par rapport à la COP 21 et d'autres échéances importantes, comment est-ce que les différentes composantes du mouvement se projettent vers l'extérieur? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Où est-ce que vous en êtes? Quelqu'un souhaite répondre? Je pense que c'est un débat qu'on aura dans la coordination pour voir si on se déplace, comment, quoi, etc. Pour le moment, on était sur l'organisation de ce rassemblement, mais rien n'est interdit, il me semble, tout au moins en parler. Quelqu'un souhaite intervenir? Il n'y a pas eu de choses très claires en tant que mouvement, on n'a pas décidé quelque chose de très clair par rapport à ça. Il y a juste l'envie de faire quelque chose pour la COP 21. Il y a plusieurs idées qui courent, notamment aller ensemble vers Paris. Alors après, il y a plusieurs idées, une tracto vélo vers là-bas ou peut-être d'autres choses, mais ça va se discuter un peu plus tard vers la rentrée. Mais il y a l'envie, en tout cas, en tant que mouvement, de faire quelque chose à ce moment-là. Des questions? C'est ici. Bonjour, juste une petite question. J'étais de Grandchamp-les-Fontaines pendant plus de 30 ans, et quand les maires Grandchamp-Tralières ont fait leur première réunion, sur les projets qui étaient amenés par Vinci, même si ce n'était pas toujours lui qui était présenté, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était de 2000 hectares. Et au fil des années, plus on avance, et en 2015, maintenant, le projet ne fait plus que 750 ou 800 hectares. C'est une façon de faire passer la pilule au contribuable? Qui veut répondre sur la surface impactée par rapport à la question? Écoutez, moi, à ma connaissance, le projet était de l'ordre de 1250 au moment du débat public, par exemple. L'organisation a été modifiée, donc la zone impactée a été modifiée après, pour éviter limiter les impacts sur le village de l'Épine, et on est aujourd'hui à 1650. Après, les choses de l'ordre de 900 hectares ou 750, c'est ce qui sera bétonné. Ce qui n'est pas rien. Il y a une surface bétonnée et une autre qui est quand même une surface aéronautique impactée, donc ça ne change rien à la surface globale, il me semble. Juste un tout petit complément, il faut quand même se rendre compte que la surface de l'aéroport, la zone d'aéroport Nantes-Atlantique, c'est 320 hectares. Ici, c'est x5. Il faut quand même se rendre compte de la différence. Pour un projet préparé par Vinci, qui est en fait un projet à minima, qui sera, à titre d'exemple seulement, même pas capable de recevoir l'Airbus, la 380, pardon, et puis tant mieux. Et il faudrait parler des voiries aussi, je pense, qui se rajoutent aux 1650. Oui. Qui veut la parole en premier? Vous souhaitiez parler? Oui. Allez-y. Comment ça se passe un petit peu avec les maires du coin? On a entendu récemment un maire, je ne sais plus de quelle ville proche d'ici, qui a fait un référendum pour ou contre l'expulsion des zadistes. Donc moi je voudrais voir comment ça se passe un petit peu justement avec les maires du coin justement sur cette question d'aéroport. Que la diaspora vendéenne. Pas de réponse? Pas de réponse à Retailleau? Oui, non, enfin, je traînais parce que je préférais
diversifie un peu les personnes qui répondent, quoi. Simplement, mais... donc le sondage, enfin le dernier qu'on a vu, c'est celui de Bruno Retailleau. Voilà, l'information a circulé. Le soir où moi j'ai voté, on était à 77% contre l'expulsion des zadistes. Et le lendemain matin, on était à 40% contre. Dans la nuit, c'est fou le nombre de gens qui ont voté, quoi. Et le lendemain, j'ai pu à nouveau voter. Donc c'est quand même... c'est juste une opération d'intox. Et vous voyez bien que ce genre de choses dans la concurrence politique aujourd'hui, elle va continuer. Voilà. Après, pour répondre sur les maires, le mouvement anti-aéroport, me semble-t-il, s'est affaibli suite aux dernières élections en termes de poids au niveau de la communauté de communes ou de poids dans les communes, quoi. Et on a, dans plusieurs communes, on a été absolument sidérés de voir une partie, enfin un tiers des candidats n'étaient pas vraiment concernés par le débat de l'aéroport, y compris sur Notre-Dame, etc., n'avaient pas tous les éléments et donc ne pouvaient pas prendre de position, quoi. C'était absolument atterrant. Ensuite, et dernier point, j'arrête là, en termes de pratique, quelqu'un comme le maire de Notre-Dame, par exemple, a dit, enfin, il est ultra légaliste par rapport à ça, donc voilà, l'occupation, c'est pas son truc, mais par rapport aux opérations qui se font, etc., il a relativement confiance dans la façon dont ça se déroule, etc., et il fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien. L'année dernière, ça a été compliqué, puisque nous étions aussi sur la commune de Vigneux, et ils étaient dans une position légaliste, donc vous ne faites pas que des trucs légaux, donc on vous ignore. Donc ils ont refusé d'organiser la circulation à sens unique, etc., et ça a beaucoup compliqué les choses, en pratique. Ici, j'ai une demande de prise de parole, vas-y. Est-ce qu'on peut quand même rajouter aussi qu'il y a eu des conséquences aussi sur les élections Chacun son tour. Alors. Vas-y. Moi j'avais une petite question d'ordre de communication. La politique, je suis désolé, ça bousille tout le monde. Tout le monde est là parce qu'on ne peut pas se faire marcher sur les pieds. Mais arrêtez de politiser les choses. Vous êtes dans... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut permettre à cette jeune personne de parler? Il y a un moment qu'elle attend. Allez-y. Oui, bien sûr. Tu demandes la parole? Oui. Je suis bien d'accord. J'avais une petite question d'ordre toute bête, en fait, ça va être très court. Par rapport aux informations qu'on a par rapport à la ZAD, je ne suis pas de la Bretagne, et pour suivre les actions, j'ai un mal de chien à démêler les on-dit, de ce qu'on peut entendre des gens qui sont de passage et tout ça, et savoir réellement quelles sont les actions qui sont menées, à quel moment être présent, et quand il y a réellement des besoins, pour pas être en contradiction avec ce qui se passe ici, en fait. Et je voulais savoir quels sont les moyens au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ça, pour avoir des informations claires, en fait, par rapport à tout ça. Voilà. Merci. Quelqu'un veut répondre parmi vous? Là, vas-y, donne le micro. Oui. Mais pour nous aussi, ici, il y a beaucoup de rumeurs. Plutôt, il y a des informations sur le site internet et du coup des invitations à des choses qui se passent et voilà, qui sont organisées aussi pour, en se donnant les moyens d'accueillir du monde. Mais c'est pas dit qu'on arrive à tout mettre toujours sur internet et tout ça, mais c'est, je sais pas si tu connais le site, mais plutôt c'est là qu'on relaie les infos. D'accord. Le site c'est zad.nadir.org. Ouais, ça je le connais. Et par rapport à si un jour il y a une nécessité de mobilisation par rapport à d'éventuels réels, des menaces d'expulsion qui se confirmeraient, ce qui a été dit un peu, c'est qu'il y aurait un peu un appel commun qui émanerait et qui serait relayé sur les sites de la ZAD et de la CIPA, et qui serait un peu un appel commun d'occupants de la ZAD, de la CIPA, des gens de copains, et que ça pour avoir un truc clair. Oui, sincèrement, les réseaux ici présents sont capables de mobiliser rapidement. Hein. Oui, exactement. Moi, ma question, c'était comme justement, il y a de plus en plus d'endroits où il y a des mobilisations contre des grands projets inutiles. Je voudrais peut-être pas faire répéter, peut-être que Geneviève l'a dit, mais quels sont les prochains rendez-vous justement, comment on peut, en soutenant la lutte de Notre-Dame-des-Landes, mais en voulant participer aussi au soutien aux autres luttes contre les grands projets inutiles, quels sont les prochains rendez-vous de mobilisation? Moi, je compte pas trop, peut-être à tort, sur Alternativa, mais il y a bien des prochains rendez-vous, des mobilisations contre les grands projets inutiles. Donc, comment ça s'insère dans le calendrier de soutien à Notre-Dame-des-Landes? Tu veux répondre, Geneviève, ou pas?
Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Oui, alors, donc il y a le réseau international depuis 2011 et surtout à partir de 2012, là, le forum à Notre-Dame-des-Landes. Ce réseau, il est actif, il est efficace. Il y a vraiment des échanges d'informations entre nous. Des informations, par exemple, par rapport à des actions vis-à-vis de l'Europe, des histoires de project bonds, c'est-à-dire des mécanismes financiers, etc. Bon, il y a des gens qui sont très forts là-dessus dans certaines luttes, et puis nous, on l'est moins. Donc voilà, c'est l'intérêt de travailler en réseau. Donc en 2012, à Notre-Dame, c'était le 2e forum européen et un peu encore très très modestement mondial, 2e forum. Le 3e forum a eu lieu à Stuttgart. Le 4e, alors ça a eu lieu à Rosia Montana avec une extension aux problématiques de mines, puisque Rosia Montana c'était contre un projet d'extraction d'or dans une mine à grand renfort de cyanure, voilà, en Roumanie, voilà. Et alors donc la semaine prochaine, nous avons donc le 5e forum qui a lieu en Italie. Et en France, donc là le réseau français, eh bien ça communique quand même et ça court d'une ZAD à l'autre pour certains militants. Pour rejoindre les luttes qui sont le plus en situation d'urgence. Bon, là, il y a le camp pour Bure au début d'août. Enfin, il y a plein de choses, mais on a quand même fait des sacrés progrès sur la connaissance de ce qui se passe. Voilà. Et on a vraiment tous tellement constaté qu'on disait tous la même chose, qu'on n'a pas d'autre solution que de s'unir. Très rapidement, pour compléter la réponse, comme Geneviève l'a dit, cet été, il y a quelques mobilisations assez importantes sur d'autres grands projets. Et Geneviève vient de citer le camp contre la poubelle nucléaire à Bure, qui aura lieu la première semaine d'août et à laquelle toutes et tous sont invités, parce qu'ils essaient vraiment de faire grandir cette lutte qui existe depuis des années, mais qui là est un peu à un tournant avec le fait que le projet il veut vraiment commencer. Du coup, c'est dans l'est de la France, première semaine d'août. Et en ce moment même, il y a une marche contre le TAV qui est partie de Lyon pour aller vers l'Italie, qui a lieu en ce moment et où il y a déjà des gens qui sont là-bas, mais que c'est aussi possible de rejoindre. Et après, il y a toujours pas mal de choses en même temps, mais on essaie aussi d'être un peu présent partout et d'essayer de faire passer les infos. Qui souhaite intervenir? Il y a une fatigue, c'est la chaleur, on a soif, que se passe-t-il? Pas de demande d'intervention? Est-ce que vous souhaitez, donc, dans ce cas, avec 20 minutes, 20-30 minutes d'avance, faire un petit mot de conclusion? Ou est-ce que vous aussi, vous êtes fatigué de ce week-end, ce qui n'est pas impossible, et de tout ce qui a précédé? Voilà, enfin, ce que je peux dire, moi, à titre personnel, c'est qu'on a eu, je l'ai dit en introduction, une belle mobilisation encore cette année. Je ne sais pas qui disait tout à l'heure, c'est peut-être toi, Marcel, qu'on était observé, c'est sûr. Et on a vu sur les tweets et tout, ces grands décideurs des chambres de commerce autour des ailes de l'Ouest et de Musquière nous dire rendez-vous le 18, bon week-end pour votre dernière kermesse et des provocations de ce genre-là. Sincèrement, quand ils seront capables d'organiser de tels rassemblements, de tenir de tels débats avec un tel public, voilà, ça sera en dehors de leur salon. Le coup qu'ils avaient essayé dans leur assemblée générale en disant carrément, les ailes de l'Ouest, en invitant les responsables de la FNSEA, de Sivens, de venir leur dire comment ils avaient fait là-bas pour déloger les zadistes, c'est-à-dire avec leurs milices. Et pour venir ici, c'est quelque chose d'absolument indigne, mais la réponse de la FNSEA au niveau local leur est revenue en boomerang en pleine tranche, avec un titre dans la presse, Musquière est un menteur, car ici ils n'ont pas voulu
absolument pas qu'il y ait ce genre d'intervention et la venue surtout de la FNSEA de Bure. Donc voilà des gens qui pataugent, ce sont les mêmes que ceux qu'on a vus dans tous les projets en Loire-Atlantique sur le BTP. Ils sont là à mobiliser leurs salariés avec les macarons du oui, avec les promesses d'emploi, et on sait comment se passe ce genre de chantier quand il démarre, très souvent avec des emplois précaires, des travailleurs détachés, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Mais ils n'auront pas l'occasion d'essayer, les travailleurs détachés à Notre-Dame-des-Landes. Marcel l'a dit, on saura répliquer tous ensemble dans notre diversité, et ça franchement, en face, ils le savent, parce que s'ils ne le savaient pas il y a longtemps, qu'ils seraient intervenus sur la ZAD et qu'ils auraient réglé le problème. Donc ils savent que la résistance ici, elle est excessivement importante et qu'elle s'est renforcée depuis l'opération César. C'est tout au moins mon avis. Eh bien voilà, il y a quelqu'un qui veut parler, c'est formidable. Juste un mot, on n'a pas mentionné les naturalistes en lutte, tout simplement. Voilà, L'impardonnable omission, l'extraordinaire travail que tout le monde connaît des naturalistes en lutte qui, eux, sont venus faire un travail d'expertise absolument remarquable. On l'a dit abondamment, avant, ailleurs, et on l'a oublié ici. Tu as bien fait de le rappeler. Eh ben, c'est bon, on ne va pas chanter parce que c'est pas trop chanter. Mais... Absolument. Oui, oui, d'accord. Donc, il va y avoir une toute petite conclusion. Mais on ne conclut pas puisqu'on continue. Mais enfin, il va y avoir un moment de point, de fin de cette rencontre. Donc à 18h, il faudra y aller très vite parce que ça va. On a des contraintes sur le démontage après qui vont être très pedantes. Et donc il y aura un nouvel hommage à Rémi à cette occasion-là. Voilà. Donc à 18h dans le chapitre 1. Donc si on veut le temps d'un détour aux toilettes sèches et peut-être à la bière, on a vraiment très peu de temps parce que 10 minutes parce que rendez-vous au chapitre 1. Oui, merci de votre participation et d'avoir survécu à la chaleur pendant 2 heures. Adieu.